je souhaite bienvenue à ceux qui me regarderont sur YouTube derrière et puis à ceux qui viendront par la suite sur ce live. Donc ce soir, l'idée c'est de prendre un temps pour échanger avec Sylvain Baron. Comme je disais dans les descriptions qui annonçait cet événement, qui est donc un militant très engagé pour notamment redonner le pouvoir à ceux pour qui ce serait légitime de l'avoir, donc le peuple et les gens qui le méritent réellement, pas ceux qui nous dominent actuellement, et qui lutte pour cela par différents moyens. Je le laisserai d'ailleurs vous faire j'imagine, un peu le listing de ces différentes luttes, et notamment celle qui compte le plus pour lui aujourd'hui. Donc pour le présenter rapidement, il a une chaîne YouTube avec près de 4000 abonnés aujourd'hui. Il fait également régulièrement des prises de parole sur Facebook, où il a plus de 1400 personnes qui le suivent également. Et il a également écrit un livre, donc j'ai pas vérifié la date, mais un livre récemment, dans les quelques mois ou quelques années qui viennent de s'écouler, qui s'appelle Révolte, et que je compte lire d'ailleurs bientôt. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu un temps où je me suis un peu écarté de la politique, mais là maintenant que je m'y suis remis, je vais le lire et je vous ferai une critique comme j'ai fait récemment avec les livres de François Boulot et de Greg Tabibian et Tatiana Menteuse. Donc je vous ferai un petit retour sur son livre dès que je l'aurai lu. Et donc l'idée c'est donc d'échanger avec lui ce soir et donc de chacun discuter ensemble de comment on voit la lutte pour se réapproprier le pouvoir. Et donc voilà, donc j'ai fait un peu mon monologue d'introduction. Je vais donc le laisser se présenter, nous dire un peu pourquoi il est engagé politiquement et notamment de manière militante et nous dire un peu les combats qui lui tiennent à cœur actuellement. Donc vas-y Sylvain, c'est à toi, je t'en prie. Bon bah salut à toi et puis merci de ton accueil. Se présenter c'est toujours compliqué. Donc je m'appelle Sylvain, j'ai 41 ans. Je suis pas du tout tombé dans le bouillon de la politique très jeune. En fait ça arrivait assez tard. Je m'intéressais d'abord aux sciences et aux technologies avec une question qui était lancinante dans ma tête à l'époque, qui était de dire on va bientôt manquer de pétrole et de matières premières en général. Et le système politique promeut le libre-échange et le gaspillage, qui était une contradiction. Donc, plus j'ai commencé à creuser la question d'abord sur l'angle des sciences et des technologies, mais petit à petit, il a bien fallu s'intéresser à ce que disaient les politiciens. Puis je me suis rendu compte que le problème était à l'échelon européen avec des traités qui étaient là pour promouvoir le libre-échange, en fait l'imposer de façon doctrinaire. Donc ça m'a mis le pas sur la lutte contre l'Union européenne et ça m'a permis d'enquiller sur les questions de souveraineté que je ne maîtrisais pas à l'époque. Donc à partir de 30 ans, j'ai sombré dans l'activisme, ce qui m'a fait passer par différents moyens. J'ai d'abord commencé avec un parti politique qui était UPR à l'époque et puis pas resté parce que j'ai compris les difficultés que posait le parti. J'ai continué en éditant un journal qui s'appelait Poil à gratter. On m'a fait tenir sur 12 numéros sur Bordeaux. C'était une très riche expérience. Et ça a continué ensuite avec des drapeaux européens que j'ai commencé à décrocher. Ça a eu un effet boule de neige et plusieurs milliers depuis 2014 ont été décrochés de mairies ou d'établissements scolaires. D'ailleurs, je te coupe juste un instant. À propos de ces drapeaux, c'est ce qui t'a éloigné de l'UPR un peu par la suite ou rien à voir? Non, 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 j'étais déjà parti de l'UPR depuis pas mal de temps à l'époque. D'accord. Mais c'est vrai que l'UPR n'est pas du tout favorable à une culture militante qui soit un peu subversive, voire offensive. C'est du militantisme à papa et c'était juste. Moi, je suis un esprit créatif totalement, donc j'avais besoin de passer par des chemins détournés. D'accord. C'était pas bien compris. Et puis du coup, j'ai continué, notamment, enfin, je suis plus connu pour ça maintenant, c'est que ça fait 5 ans qu'on manifeste devant les grands médias de collaboration. Parce que Ouais. le but du jeu, c'est d'atteindre la masse critique par notre régularité. On est devant les médias tous les premiers samedis du mois. J'annonce d'ailleurs la prochaine date, c'est le 5 juin devant BFM à partir de 13h. D'accord, Et très bien. l'objectif, donc voilà, c'est atteindre la masse critique de telle façon à être en capacité de les effrayer sur le plan psychologique, tout simplement parce que des foules immenses qui sont là limite tous les jours, quand bien même elles rentrent pas dans les locaux, bon, on les craint. On se doute que ça peut vous déborder. Et puis, il y a les tribunaux populaires qu'on va bientôt lancer, certainement cet hiver, pour juger Emmanuel Macron, du travail de sensibilisation vers les armées. Enfin voilà, j'ai pas délivré toute la panoplie militante, mais ce sont les grands axes de travail sur lesquels je suis positionné et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans mon bouquin. D'accord. De toute façon, on va y revenir un peu par la suite.
pas en détail surtout, mais il y a deux, trois points qui m'intriguent, donc j'aimerais bien en reparler avec toi. Déjà, quand tu parles de faire masse devant les médias, tu parles des médias nationaux ou même localement, c'est intéressant de faire des manifestations devant, par exemple, moi qui suis à Lyon, est-ce que c'est intéressant d'aller devant le Progrès ou France 3 Régions pour également faire masse ou pas? Alors oui, en fait, bon, d'abord la question, c'est évidemment les médias nationaux puisqu'ils ont une portée nationale, donc il est évident que quand on peut monter sur Paris, il faut y aller. Maintenant, comme j'ai expliqué ça à un gars de Toulouse, ça dépend des régions. Moi, par exemple, dans l'Indre, où j'étais encore il y a pendant, ça faisait 2 ans que j'y étais. La Nouvelle République ou France 3 Régions ou France Bleu sont du côté de ce département. En tout cas, il n'y avait rien à dire. Les journalistes faisaient naturellement leur travail. On n'avait même pas besoin de les solliciter, qu'ils étaient curieux, y compris avec toutes les tonalités politiques. Donc dans ces cas-là, ça n'est pas pertinent d'aller emmerder des journalistes qui font bien le boulot naturellement dans sa propre région. Si en revanche on a le sentiment que c'est comme à Paris, qu'on a en fait des bobos qui sont militants, qui sont dans les rédactions de nos services publics de l'information ou dans la presse quotidienne régionale, bon, il faut quand même aller un petit peu les défier et puis leur dire attention, il y a d'argent public qui paye vos salaires, mine de rien. Et nous, on peut pas faire autrement que voter en conscience. Si vous nous interdisez de voter en conscience parce que vous avez fait vos choix militants et que vous censurez des personnalités, des opinions particulières ou que vous les diffamez, ça va pas aller. On veut de la diversité d'opinions et c'est d'ailleurs le premier leitmotiv. C'est vraiment dire nous voulons de la diversité d'opinions dans les médias. D'accord. Et quand tu dis que c'est qui sont payés par notre argent public, on est d'accord que tu parles pas forcément que des médias publics, tu parles également des médias privés qui reçoivent de l'argent de l'État et Tout à fait, qui en profitent. Ok. tout à fait. Ok. Que les gens aient pas s'acharner que devant France 2, France 3, comme tu l'as dit, Oui, oui, c'est voilà, enfin, il faut pas hésiter. Hein, tous les quotidiens régionaux, toute la presse quotidienne régionale et tous les hebdomadaires ou mensuels politiques, donc le Point, l'Express, etc., ça reste des organes de presse qui touchent des subventions. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller demander quelques explications à nos journalistes qui travaillent dedans. d'accord. Et tu l'as un peu dit en introduction, mais enfin, du coup, on pourrait dire qu'on peut s'attaquer à l'Assemblée nationale, qu'on peut s'attaquer à l'Élysée ou à plein de choses comme ça, ou dans les préfectures. Euh, Toi, pourquoi tu as choisi les médias en fait? Quelle est la place que tu attribues aux médias pour qu'ils soient aussi importants et qu'il faille vraiment leur mettre la pression à eux et pas à d'autres institutions? C'est une question de hiérarchie comment dire, des combats gagnés pour avoir des effets de levier. Euh, comment dire, si on veut obtenir une chance d'être un jour au pouvoir du point de vue politique, encore faut-il que nous existions médiatiquement. Si nous n'existons pas médiatiquement, ça n'est pas la peine de commencer à parler de programmes politiques ou de qui on pourrait placer à un niveau politique pour tout changer. Ça ne sert strictement à rien puisqu'il n'y aura pas de médiatisation. Donc la majorité des Français ne connaîtront pas la personne et les idéaux qui vont avec. Il faut d'abord gagner la bataille des médias pour pouvoir dire les autres batailles du spectre politique, nous pourrons les gagner. De façon plus générale, il y a l'idée aussi que si on reprend le contrôle des médias, on peut faire une adresse à toutes nos institutions, je pense notamment aux institutions régaliennes, les armées, la police, la justice, pour expliquer que nos autorités politiques du moment, et particulièrement Emmanuel Macron, sont en fait des criminels et qui n'ont pas leur place dans les mandats qu'ils occupent, leur place est en prison. Si on ne peut pas l'expliquer déjà actuellement dans les médias, qu'il n'y a pas de, et puis que les autres institutions qui sont censées être contre-pouvoir n'agissent pas, soit le Parlement instituant haute cour ou la justice par elle-même, il nous reste que les médias pour alerter. Donc c'est aussi avoir les médias, c'est la possibilité de démolir la légitimité de notre représentation politique dès lors qu'on l'attaque sur les bons axes. Oui, d'accord. Donc c'est pas qu'un moyen symbolique, quoi. C'est vraiment concrètement, ça va nous donner réellement du pouvoir et des moyens d'action. C'est ça. Ok. Et du coup, alors tu m'as dit que tu avais commencé à vraiment t'attaquer aux médias, et effectivement j'y étais dès 2015, où je me rappelle m'être rassemblé avec toi et d'autres, déjà une petite centaine je pense à l'époque, devant certains médias, alors je sais plus, c'était peut-être TF1 ou quelque chose comme ça à Devant l'époque, BFM, ou BFM, ouais. devant BFM, ouais. Et, euh,
Et du coup, donc tu as commencé il y a 5 ans, et à l'époque, il y avait beaucoup moins de youtubeurs politiques avec de l'influence, des Tatiana Ventose, des Greg Tabibian, et d'autres que j'oublie là tout de suite. Je cite forcément ceux que je suis en particulier, enfin des canards réfractaires, ou enfin vraiment un peu tous les côtés. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on pourrait outrepasser les médias traditionnels avec les médias en ligne tels que YouTube enfin principalement YouTube, il faut être clair, peut-être un peu Twitch bientôt, mais pour le moment principalement YouTube. Est-ce que tu penses qu'on a une chance d'outrepasser les médias traditionnels comme ça, ou alors ça restera toujours essentiel de passer par la télévision principalement et la radio pour pouvoir faire écouter des opinions un peu divergentes et nos opinions? Alors en fait, il y a deux réponses à ça. La première, les influenceurs, les youtubeurs, etc., ne sont pas en capacité d'intéresser un public général, tout simplement parce que les gens qui le suivent sont un public spécialisé et déjà intéressé. Ouais, Donc c'est de l'entre-soi. Et l'entre-soi n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'il est. Donc de ce point de vue-là, non, il faut malheureusement aller vers le mainstream, on n'a pas le choix. Par contre, les youtubeurs, les gens qui ont les influenceurs, on va dire, peuvent aider, mais pas de la façon dont ils imaginent. C'est-à-dire que c'est pas en donnant leur petit avis sur la politique qui nous aide réellement. On va dire que ça va nous contenter intellectuellement parce qu'on a envie d'écouter quelqu'un avec qui on est d'accord, qui va nous dire exactement ce qu'on pense. C'est bon, c'est agréable psychologiquement, intellectuellement, mais ça n'a pas réellement de portée. Par contre, ils peuvent très bien dire, en fin d'émission, quand ils ont fait leur petite analyse, bah écoutez, il y a tel événement concret qui se passe, telle manif, telle organisation, tel rassemblement, puisque j'ai beaucoup de visibilité, que vous êtes des centaines de milliers ou des millions, peu importe, à m'écouter, et que vous êtes au courant, on pourra espérer qu'on obtienne une masse critique de quelques milliers de personnes sur l'événement en question. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à obtenir pourtant de gens que je connais, hein, pour autant, quelques youtubeurs, tu en as cité un notamment que je connais bien. Mais d'accord. voilà, c'est compliqué de leur faire entendre que ce serait bien de laisser des petits messages positifs pour réagir, pas seulement bouffer de l'actualité et puis déprimer là-dessus ou se marrer, mais dire il faut aussi être à l'offensive. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde un peu les youtubeurs qui essaient de s'impliquer sur le terrain, finalement, tout tourne autour de l'écologie, quoi. C'est un peu impliquez-vous pour la planète et aller faire des marches dans les grandes villes et dans les campagnes, mais dès que ça touche un peu à des questions plus, euh, plus compliquées, enfin, comment dire, plus sensibles, Plus fondamental. là, il y a plus personne, quoi. C'est du discours, mais il n'y a plus d'appel à bouger et à sortir dans la rue, quoi. C'est un peu dommage. Bah, je dirais qu'aussi dans les milieux politiques et particulièrement on va dire dans les milieux un peu à gauche ou la mouvance écologiste que je trouve pas très écolo d'ailleurs. Je vois surtout beaucoup de gens qui cherchent à se valoriser eux-mêmes par prisme politique. C'est-à-dire que quand on va soutenir une cause facile l'écologie, personne peut être contre. Enfin, Ouais, c'est stupide, mais personne peut être contre l'écologie. Ou soutenir la veuve et l'orphelin, personne peut être contre. C'est normal. Mais quand on en fait un axe de valorisation personnelle en disant, regardez, moi je défends la veuve et l'orphelin, je défends l'écologie, je défends telle thématique, où c'est difficile d'être contre, sauf être le dernier des salauds, en réalité, c'est pas réellement un combat politique, c'est juste du narcissisme. C'est une façon de dire, regardez comme je suis un gars sympa, un gars gentil, parce que je défends des bonnes causes. Et donc c'est pour ça que je suis pas tellement en phase avec les gens qui parlent beaucoup et qui font rien d'une part, et plus encore avec les gens qui défendent des causes faciles. Je préfère encore à la rigueur les dingues qui vont défendre des causes improbables, qui à limite moi me révolteraient personnellement, mais qui au moins sur le champ intellectuel vont m'obliger à me dépasser un peu. ouais. Donc c'est un regard que j'ai quand même sur les comportements humains que je retrouve dans les milieux politiques et qui sont il y a beaucoup de narcissisme. C'est très clair. Et j'en vois beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait écho. Et sur le fait des gens qui ont des luttes un peu osées, je sais que je m'étais présenté pour l'Union populaire républicaine, justement, parti que j'ai découvert moi, entre 2014 et 2017. Donc on s'est un peu croisés, on s'est pas vraiment croisés au sein de ce parti. Je m'étais présenté aux législatives et j'ai croisé un candidat qui présentait un système post-monétaire, sans monnaie. Et c'est vrai que c'est Ouais. des luttes vachement intéressantes et vachement. Enfin, qui apportent vraiment beaucoup d'intérêt intellectuel et qui font un peu bouger les consciences. Et c'est ce genre de luttes qui sont trop rares. Et effectivement,
Bah, là, c'était la mode récemment, et d'ailleurs j'en ai parlé moi-même un peu, de la fenêtre d'Overton avec les idées extrêmes qui ont du mal à s'imposer dans le débat public. Et c'est vrai que ça manque d'idées un peu farfelues et on peut dire extrêmes, extrêmes sans que ce soit violent, ni Ouais, agressif, ou ni quoi très que ce soit. radical du moins. Radical, ouais, on va s'arrêter au radical, ouais. Ça manque d'idées radicales qui permettent de faire un peu bouger les consciences et faire s'apercevoir au plus grand monde que le consensus actuel, en fait, c'est qu'une des possibilités parmi tellement d'autres, quoi. Ça manque énormément d'alternatives pour que les gens réfléchissent aujourd'hui, quoi. C'est soit ce qu'on a, soit pas grand chose. Donc, des gens comme toi et d'autres gens sont vraiment importants pour faire réfléchir, en fait. Tout simplement faire réfléchir dans un premier temps. Et une fois que les gens auront un peu réfléchi, je pense qu'ils se mettront à bouger un peu. Même si, ben, t'as participé Ça, au j'y mouvement crois de... pas du tout. Ouais, toi, tu penses, hein. Ça, j'y crois pas. Non, non, moi, je me suis toujours basé sur, en fait, d'abord, je ne parle pas aux Français, je parle aux militants. Donc, et puis de nos propres réseaux. Tu vois 99% de la population qui porte sa muselière bien sagement, bon, il est inutile d'avoir un quelconque espoir sur le fait qu'elle sera sensibilisée à la pédagogie populaire qu'on pourrait lui faire. Elle en a rien à foutre totalement. Et enfin, je veux dire, c'est des schémas que tu retrouves constamment dans l'histoire. Quand il y a eu la période de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas 1% du pourcentage de gens qui étaient énervés qui finalement se battaient. Oui. Je préfère parler directement aux gens qui sont déjà éduqués. On perd beaucoup moins de temps. On n'a pas besoin de leur faire de propagande politique ou d'explication. Et on peut directement leur dire, bon bah voilà, hein, soit vous voulez vous bouger et puis agir, soit vous voulez pleurnicher et puis dire combien ce système est pourri et dégueulasse et que c'est injuste. Mais voilà, j'ai pas envie de perdre de temps. Je préfère parler directement à ceux qui pourront bouger. D'accord. Et justement, ben, je vais passer directement à ça. C'est une des questions sur lesquelles je voulais revenir après. En termes de nombre, effectivement, tu rappelles que pendant la guerre, bah, peu de gens se sont bougés et ça a quand même suffi à, à faire bouger les choses. Et, Ouais. donc, bah, je vais revenir un peu sur le côté militaire par la suite, rapidement. On va pas en parler trop. L'objectif, c'est quand même plus de parler des médias. Mais en termes de nombre, vis-à-vis des journalistes, tu penses que bah, tu les côtoies assez régulièrement, t'es en bas de chez eux assez régulièrement. Est-ce que Ouais. tu sens que à quelques centaines de personnes, ça leur fait quelque chose? Est-ce que tu sens que s'il y avait 10 000 personnes, ça suffirait? Tu penses qu'il faut combien de monde pour qu'ils commencent Alors un peu... moi j'ai mon chiffre de toute façon parce qu'ayant l'habitude d'organiser ces opérations, je sais exactement ce qu'il nous faut. La question c'est pas tellement le chiffre, t'as pas besoin d'un très gros chiffre. À partir de 3000 personnes, c'est très bien pour te faire une jolie masse qui sont un peu effrayantes. Ouais, La question c'est est-ce que tes 3000 personnes, comment on le fait actuellement, les avoir une fois par mois? Et dans ce cas-là, ça n'impacte pas. Ou est-ce que tu les as tous les jours mobilisés au même endroit? C'est quand même différent d'avoir 3000 personnes une fois par mois, 3000 personnes tous les jours en termes de pression psychologique. Ensuite, chercher à atteindre des masses critiques de 1 million ou de plus que ça n'a pas tellement de sens, quoi. Je veux dire, c'est surtout où tu vas mettre ta masse critique. Si c'est quelques milliers de personnes qui sont bien placées, qui sont devant le Parlement, devant les médias ou devant des institutions de pouvoir quelconques, elles sont capables de faire chier. Si tes masses sont entre Bastille et Nation, comme ça va être le cas là pour les pseudo-camarades qui organisent leur truc pour le week-end prochain, bon, tu fais chez personne. Même Coluche disait en son époque, si vous voulez, la préfecture, il vous donne Créteil sous le soleil tous les jours. C'est pas là qu'ils habitent. ouais, non, c'est Donc, sûr. Bah, il justement, je faut. parlais de quand on s'était rencontrés en 2015, donc pour un mouvement un peu obscur avec le recul qui avait été organisé malheureusement par des personnes pas forcément très saines. Mais les gens qui étaient quand même pour la plupart des gens bien. Je sais qu'on était à peu près 3000 et justement on avait réussi à mettre pas mal de pagaille et qu'on avait eu du poids sur quelques journées, quoi. Malheureusement, ça n'a pas perduré comme il aurait fallu, mais ne serait-ce que quelques centaines devant l'Assemblée nationale, ils nous avaient déjà nassé pendant quelques heures. Et ensuite, de se regrouper pendant quelques jours, effectivement, ça fait questionner les maires d'arrondissement pendant quelques temps, quoi. Tout à fait. Et du coup, donc ça, ce serait pour les journalistes. Et bon, je vais finir avec les journalistes, on reviendra ensuite sur d'autres questions. Vu que tu es souvent en bas des médias, tu as l'occasion de parler avec des journalistes, notamment Ouais. peut-être avec des journalistes connus, et tu as des retours de ce qu'ils pensent un peu de la situation, s'ils font ça de bon gré, qui nous abreuvent de bonnes paroles comme ça, volontairement, ou s'ils ont une pression qui vient d'au-dessus, entre collègues. Tu sais un peu comment ça se passe en leur sein? T'as trois réactions différentes. La première, la plus positive, c'est il faut que vous soyez plus nombreux. Ça, c'est comme ça qu'on pourra réellement renverser les choses de l'intérieur, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Ça, c'est certains journalistes nous l'ont dit. Donc ils attendent clairement qu'on soit nombreux. Et ils voient très bien l'intérêt.
Ils ont bien compris que c'est pas, voilà, on vient pas casser du journalisme, c'est pas notre truc, on n'est pas des sauvages. Mais voilà, ces gens ont compris. Et puis il y a d'autres journalistes qui vont dire je ne suis pas censuré, je ne suis pas sous la pression de mon directeur éditorial. C'est vrai, c'est normal. Il a été recruté parce qu'il était idéologisé. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de raison de faire des pressions à quelqu'un qui part déjà d'accord, on va dire, qui est déjà dans la ligne. Il va dire ce qu'on attend de lui parce qu'on l'a recruté spécifiquement pour ses opinions. Donc on n'a pas le sentiment de faire du sale travail. Et puis on va avoir la réaction du pigiste qui lui dit bon bah moi je suis déjà un précaire, j'ai déjà du mal à bouffer, j'ai pas envie de prendre de risques. Et puis fondamentalement bon ils vont te ressortir des arguments bateaux, ils vont te dire bon nous le problème qu'on voit surtout c'est l'empire de l'actualité qui nous empêche de travailler les sujets de fond. Ou alors aussi que les citoyens ils gueulent un petit peu contre nous et un peu facilement parce que ils ont vu telle image que nous on a pu isoler à tel moment, mais on peut pas être partout, on peut pas être là à tous les moments. Et si l'image leur plaît pas, bah ma foi, nous on a fait juste que prendre ce qu'on a vu au bon moment, quoi, c'est tout. Et on prétend pas avoir tout vu ou avoir tout dit. Et bon, c'est aussi une réaction tout à fait saine de leur part, mais ils ont il y en a quand même beaucoup qui ont vraiment le sentiment que ce qu'ils font, c'est bien. Ouais. Ouais, Bah après, c'est franchement, vrai ouais. que, comme tu l'expliquais, il y a quand même aussi une différence entre les médias nationaux et peut-être les médias locaux. Enfin, je pense que dans les médias locaux, ils pensent faire bien, mais ils font plus bien la plupart du temps. Même si à Lyon, c'est assez particulier. Ouais. Enfin, j'ai des mauvais retours avec les journalistes lyonnais, mais pas tous, hein, mais ceux que j'ai croisés, malheureusement, c'était pas forcément une information toujours de qualité. Ils faisaient quand même des choix éditoriaux assez clairs et pas forcément très diversifiés. Ouais. Mais ouais, tu ressens des différences toi aussi entre local et national, et peut-être même au sein même de BFM, par exemple, quand tu es devant BFM, tu sens peut-être des différences entre des pigistes ou... Non, il y a pas tant de différence que ça parce qu'en fait, c'est plutôt un phénomène de métropole. Quand je vivais à Bordeaux, je peux t'assurer que le journal Sud-Ouest ou France 3 local ou France Bleu, c'était la même merde idéologique, la même soupe qu'à Paris. Donc, je pense que c'est plus un phénomène de métropole où c'est de la Ouais, bobocratie, tout simplement, avec des gens qui sont relativement bien payés, qui sont à l'abri, qui sont confortés parce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font ça fait plaisir au directeur éditorial, encore une fois normal, ils ont été recrutés pour ça. Donc non, c'est vraiment c'est de la bobologie quoi. C'est un phénomène bobo qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. d'accord. Et juste une dernière question sur les médias, ensuite on changera un peu de sujet. Juste en termes de comment étendre ton mouvement. Pareil, dans la dernière vidéo que j'avais vue, tu parles du fait que tu n'avais pas pu te rendre à Reims, donc peut-être que ça bouge déjà un peu là-bas. Est-ce que tu sais si dans certaines villes, il y a déjà moyen de rejoindre des groupes qui se sont construits au sein de cette lutte ou pas? Alors il y a plutôt des cellules informelles parce que bon il y a l'effet gilet jaune qui a permis déjà qu'il y ait des cellules qui restent actives, on va dire dans certains départements. Et puis après, ce sont des réseaux qui sont déjà qui sont compliqués à écrémer parce qu'entre les réels parano, complotistes, etc., les délirants, parce que malheureusement on en a, hein, la dissidence est une vraie cour des miracles, et puis les gens qui sont à peu près bien câblés, et puis parmi tous ces gens, ceux qui sont prêts à se bouger le cul, bon voilà, il faut écrémer, et puis petit à petit, c'est par des contacts communs qui ont l'habitude de se bouger en France, de faire la tournée des réseaux justement, ou par des échanges de mails tout simplement, qu'on reste en contact avec ces réseaux. Donc oui, je sais que partout en France, et ça s'est même très bien développé par rapport à plusieurs années, nous avons des cellules actives partout. Nous D'accord, avons vraiment des cellules dans tout le pays. Et, c'est heureux parce que ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. d'accord. Et principalement via les Gilets jaunes ou il y a des cellules qui n'ont rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes? Les gilets jaunes ont eu un effet très clairement de levier. Donc il y a beaucoup de gens émanent de toute façon des gilets jaunes dans ces cellules. Mais après, il y avait des gens qui étaient déjà sur le terrain de la lutte, mais simplement qui se connaissaient pas, hein, Ouais, qui voilà, ils savaient pas du tout comment se connecter à telle ou telle autre personne. Mais plus le temps passe, plus ces réseaux ont tendance à justement se connecter. d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis assez confiant pour la suite. Bon, bah c'est cool. C'est bien de savoir que ça avance. Ensuite, ouais, je voulais revenir, enfin, si t'es d'accord, hein, après, je sais que t'as pas forcément énormément de temps, donc tu me dis si t'as envie d'en parler un peu.
Tout d'abord, bah, on est tous les deux passés par l'UPR. Je sais pas si tu avais quelques mots à dire sur la situation actuelle du parti, ou si ça t'intéresse pas, que tu t'es éloigné et que maintenant ils font leur propre merde et tu t'en occupes plus, ou si quand même ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an avec toutes les scissions qu'il y a pu y avoir, t'as suivi ça, est-ce que t'en pensais ou pas? Bah, je garde mon avis sur ce parti politique. D'abord, c'est un parti formidable du point de vue du militantisme. C'est des enragés qu'il y a là-dedans. Donc ça s'est un peu perdu quand même avec les années et puis les différents problèmes, les différentes crises que traverse Super. Mais c'est d'abord un parti jeune et très, très engagé du point de vue de ses militants. Pour ça, il n'y a rien à dire. Sur le plan intellectuel, j'ai toujours rien à redire. Maintenant, le problème de l'UPR, et tous ceux qui connaissent la boutique le savent, c'est Asselineau lui-même. C'est un très bon pédagogue, il ferait un excellent homme d'État, il y a pas photo. Il est intègre, mais il a ses propres limites intellectuelles qui font il est pas capable d'entendre déjà les militants. Parce que pour faire un parti militant, encore faut-il lâcher la bride aux militants. Si tu leur lâches pas la bride parce que tu es tellement soucieux de ton image que au final tu t'empêches de faire des choses, ça avance pas. Quant aux problèmes de mœurs qui ont agité l'actualité d'Asselineau, ça, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai pas d'opinion arrêtée. L'affaire n'a pas été jugée. Ça se passait entre deux hommes majeurs, donc Oui, bien sûr. que je m'en fous un peu. Par contre, effectivement, je n'avais pas trouvé très propre que certaines personnes veuillent attaquer Asselineau sous la ceinture pour marquer leur désappointement, leur désaccord, leur volonté de faire scission avec l'UPR. C'était peut-être pas. Voilà, je pense qu'on peut avoir une certaine rigueur morale et qu'on n'a pas tellement enfin, que je veux dire, notre dissidence, elle est assez fragile, elle est déjà suffisamment éclatée et suffisamment difficile à unifier. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter des couches, ça favorise l'ennemi, c'est pas bon pour nous, quoi. Oui, non, c'est clair. Non, non, Après, le fait que ça se soit passé comme ça, c'est dommage. Après, ce que tu as dit, c'est vrai que Asselineau a une main mise sur le parti, sur les militants qui freinent un peu les initiatives, et c'est dommage. Et que malheureusement, enfin, j'ai beau regarder un peu ce qui va se passer pour 2022, je vois pas forcément d'autres partis émerger actuellement pour lutter de manière aussi rigoureuse et aussi radicale contre l'Union européenne. Donc c'est malheureusement un des seuls partis qui le fait de manière aussi laborieuse et sans jamais faiblir. ouais, mais en n'ayant pas cette logique offensive. Combien de fois on a proposé à Asselineau, par exemple, de se joindre à nous devant les médias et il serait légitime à y aller s'il est censuré. Mais non, il préfère justement garder ce rapport de soumission par rapport aux journalistes et les caresser dans le sens du poil alors qu'il se fait insulter et quand il se fait pas insulter, il est censuré. Il n'a pas compris le fait que le rapport de force d'abord est strictement nécessaire et qu'en plus ce ne sera pas mauvais pour son image et que ça ne l'empêchera pas d'être médiatisé. Parce que c'est l'inverse, c'est le simple fait de dire nous cherchons à gagner un rapport de force qui permet une médiatisation et pas que de la seule ou du reste. Oui, non, mais enfin, c'est souci d'ambition. Quand on veut devenir président de la République, on réfléchit de manière un peu différente, je pense. Et avec parfois trop de précautions, je pense que c'est son cas, effectivement. Il soigne un peu trop Surtout son avec le image et système ça électoral. lui porte tort. C'est ça, ce qui sert à rien du reste, hein, parce que je veux dire, quand le système a décidé de vous salir, vous pouvez soigner autant que vous voulez votre image, vous serez sali. Et, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, Enfin, moi, je je parle sais. d'expérience, je suis quelqu'un de sali, donc enfin, je sais très bien que ça sert à rien de se justifier, c'est une perte de temps et d'énergie. Vous pouvez toujours tenter de chercher à vous fabriquer une image de Vierge Colombe. À partir du moment où on a décidé de vous salir à tort ou à raison, vous resterez sali. Oui, non, c'est sûr. Autant, Après, enfin, à notre échelle. Quand on lutte avec des militants qui nous connaissent bien et en qui on peut avoir confiance, on a beau être sali, ils vont vite s'apercevoir que justement on nous a sali. Quand on est un homme public, enfin avec une personnalité, quand on est une personnalité publique et qu'on vise à rassembler des électeurs, et c'est pas le même souci quand on peut pas parler à chaque personne et leur montrer une par une qu'on n'est pas la personne qu'on a dépeinte. Sachant que pour Asselineau, je sais absolument pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin, je le défends pas ou je le condamne pas. Je sais pas ce qu'il en est, mais disons que dans sa vision, il peut pas agir de la même manière que nous, quoi. bah pour moi, si, D'accord. complètement. Ouais. Pour moi, si, il pourrait se permettre justement parce il a pas les capacités de remporter une bataille électorale. Il est donc
la partie de sa vie où il peut se permettre d'être offensif, d'être subversif s'il en a envie, parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'a que à gagner. Mais ça, il ne comprendra jamais parce que ça fait pas partie de sa psychologie, on va dire. Ok, bon, enfin, je pense qu'on a assez parlé de lui, on va passer à autre chose. L'idée, c'est pas de refaire une rétrospective de l'UPR. Après, c'est moi qui t'ai emmené sur le sujet, hein, donc je suis entièrement coupable. Mais du coup, ouais, par rapport à l'Union européenne, je voulais y revenir un peu parce que bah, ça rejoint un peu ton combat en fait sur la légitimité du pouvoir versus la légalité du pouvoir. Ouais. Je sais pas si tu as envie d'expliquer un peu aux gens. Alors moi, je connais un peu déjà ta rhétorique et tes idées que je trouve très bien sur le sujet. Est-ce que tu veux un peu expliquer pourquoi on serait potentiellement légitime pour déloger ceux qui sont actuellement au pouvoir et peut-être nous expliquer également comment tu compterais t'y prendre si on en avait la possibilité, quoi. Bon, d'abord, je vais commencer par un exemple historique pour évoquer la question de la légitimité qui se superpose à la légalité. Durant la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu deux gouvernements. Nous avons eu le régime de Vichy et le gouvernement provisoire de la France libre. Il y en a un qui était une autorité entre guillemets légale, une autre qui était une autorité légitime mais pas légale. Donc jusqu'à ce qu'elle finisse par devenir légale. Donc ça déjà, ça permet de se faire une vague idée de ce que c'est que la définition pour chacun et en quoi ces rapports de force peuvent s'opposer. Euh, pour notre cas concret et actuel, ce qui va faire la légalité, c'est les élections régulières telles qu'elles sont faites et encore, il y aurait beaucoup à redire sur le, comment dire, le fait qu'elles aient été libres et non faussées, ces élections. Donc, on a une propagande médiatique, donc il y a pour moi déjà une usurpation du mandat. Mais si on va au-delà de ça, il y a tout simplement des lois. Et si notre représentation politique, quelle que soit la strate dans laquelle elle exerce, viole les lois, qu'elles soient constitutionnelles, qu'elles soient pénales, qu'elles soient de droit international public, cette représentation n'est dans ce cas-là plus légitime. Elle n'est même plus légale puisqu'elle se rend coupable de crimes qui peuvent la mener en prison pour un certain nombre d'années si elle était jugée pour cela. Et dans ce cas-là, en tout cas, elle n'a plus l'aptitude, la légalité, la légitimité pour gouverner. Donc nous sommes en droit, nous, de dire nous ne voulons plus de cette oligarchie, non pas parce qu'on n'est pas d'accord politiquement avec les vues de Macron sur ses accents plus ou moins libéraux ou mondialistes ou peu importe, ça c'est la politique. Simplement parce que ce type-là a violé la loi à maintes reprises et de façon très grave, et donc il ne peut pas être président pour ces raisons-là. Donc c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Nous avons la légitimité pour prendre le pouvoir. La question est comment et avec qui. D'accord, ouais. Bah justement, on va enchaîner directement. Tout à l'heure, je te parlais un peu du nombre vis-à-vis des médias et également vis-à-vis de donc le nombre qu'il faudrait être vis-à-vis peut-être de la police, des gendarmes et des militaires. Je sais qu'à l'époque, j'avais un peu discuté avec des gendarmes qui étaient présents sur Paris pour nous surveiller. Et ils nous avaient dit qu'il faudrait être 1 million pour qu'ils commencent à soutenir un peu la population. Donc 1 million sur Paris, hein, pas 1 million partout en France. 1 million à protester contre le pouvoir et vraiment pour déloger le pouvoir pour que les forces de l'ordre retournent leurs armes, retournent leurs armes, Je ne crois pas que en ce tout cas soit une histoire de masse. Moi, les discussions que j'ai eues avec les autorités militaires sont d'une toute autre nature. Et puis d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont continuer, y compris avec des militaires d'actifs hein, et des officiers. Mais globalement, c'est pas tellement une histoire de masse, même si ça aide un petit peu à appuyer une légitimité populaire. C'est plutôt avec qui ils parlent. C'est qui leur interlocuteur pour nous représenter? Qui a la légitimité pour nous représenter et parler en notre nom? Comme eux, ils ont un fonctionnement qui est quand même assez pyramidal, assez structuré, ils savent très bien, dans leur propre schéma, dans leur propre conditionnement, que s'ils doivent se référer à quelqu'un, bah, c'est une hiérarchie, c'est quelqu'un qu'ils connaissent qui est au-dessus d'eux. Et là, par rapport à nous, ils se disent, bon, bah, il y a des milliers de gens qui sont bien énervés, ce qu'ils disent c'est très bien. Ils sont prêts à renverser Macron, pourquoi pas. Ils nous demandent notre soutien proactif ou passif, admettons. Mais qui vont foutre à la place et quel est notre interlocuteur du moment. Donc c'est ça en fait qui nous reproche, c'est d'avoir un manque d'organisation flagrante sur la représentation politique qu'on ne veut pas se donner pour nous-mêmes parce qu'on est déjà dans le dégagisme, parce qu'on est dans le mythe de l'horizontalité pour certains, parce que en fait il y a aussi un discours, alors ça j'en veux un petit peu à Étienne Chouard parce qu'il a quand même beaucoup promu ce truc-là et c'est pas le seul, mais
d'avoir promu l'idée que nous serions forcément tous corruptibles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui pourraient atteindre des pouvoirs quelconques sans devenir corruptibles. Étienne Chouard, par exemple, lui-même n'est pas corruptible face à l'argent. Par contre, je sais qu'il est corruptible face à l'image de lui-même. Jamais il avait par exemple refusé, il avait fait annuler une conférence où je devais venir. Donc ma présence en fait avait été exclue simplement parce qu'un connard avait balancé un tweet en disant il y a le facho Sylvain Baron qui va venir faire une première partie de conférence avec Étienne Chouard, blablabla. Bon, donc, Alors du c'est coup, il marrant a eu parce peur. que à Lyon, il avait été accusé des mêmes torts que Étienne Chouard, le fasciste, allait venir à la MJC, qu'il fallait surtout pas y aller. Donc lui-même a été accusé de ça et il se plie malgré tout. D'accord. C'est ça, parce qu'il en a marre d'être sali. Donc lui, c'est sa façon à lui d'être corruptible. C'est-à-dire que si jamais il est un haut levier de pouvoir, que c'est certainement pas par l'argent ou par les femmes ou d'autres trucs qu'on pourra le corrompre, la façon qu'aura un ennemi de le corrompre, c'est de dire, puisqu'il est si sensible à son image et qu'il veut pas qu'on le salisse, bah dans ce cas-là, on va faire une campagne de déstabilisation de telle façon à ce qu'il cède quelque chose. Donc, on a effectivement dans nos traits d'esprit tous des faiblesses. Il faut d'abord les détecter pour soi-même quand on réfléchit un peu à soi. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des gens qui, de toutes les façons possibles, ne sont pas corruptibles. Ne le seront jamais, tout simplement parce que c'est pas dans leur moteur. Alors, je suis peut-être subjectif parce que je sais que moi, je le serai jamais. C'est pas mon truc, mais quand je pose honnêtement la question à des tas de gens, c'est une question que j'adore poser des militants qui me disent de toute façon on veut pas de représentants parce qu'ils vont se faire ils vont être corrompus. Je leur dis d'accord, c'est toi qui atterris à la présidence de la République. C'est toi là qui a été tiré au sort, tu finis président de la République. Si des lobbies se rapprochent de toi, si des banquiers se rapprochent de toi, des intérêts prédateurs, tu vas oublier tout ce pourquoi tu t'es battu. Tu vas accepter un gros chèque ou une proposition alors que pendant des années tu t'es battu gratuitement contre une injustice? Bah non, non. La majorité des gens, si ça fait des années qu'ils se battent contre une injustice gratuitement, c'est pas au moment où ils sont en capacité de pouvoir influencer concrètement sur cette injustice qu'ils vont se coucher. Oui, non, bien Donc sûr. notre nous n'est pas corruptible. Mais après, il y a vraiment. Et ça, Vas-y, pardon. ouais, voilà. Donc pour en revenir au sujet initial par rapport aux armées, nous avons un problème de représentation politique parce que nous ne créons pas cette représentation politique. Nous ne sommes même pas en train de réfléchir à l'idée d'avoir un gouvernement provisoire. Il n'y a que l'initiative Le Gouv qui a été lancée, mais sans qu'il y ait de consultation démocratique pour la constituer, pour constituer un gouvernement. Comme c'est un, Comme c'est un non-dit pour nous, comme on ne veut absolument pas tendre vers une représentation politique pour interagir avec les institutions, l'étranger, enfin, ou parler avec les Français dans les médias, bah, nous restons complètement baisés parce que de toute façon, l'armée ne fera aucun pas, même passif, on va dire, vis-à-vis de nous si elle n'est pas capable d'avoir un interlocuteur. D'accord, donc toi, tu vois vraiment que c'est le mode d'organisation de l'armée et le besoin d'avoir un interlocuteur qui les fait ne pas agir, tu penses? Enfin, ouais. Non, moi, je sais Tout pas, à mais fait. après, je pense que le discours est pas uniforme chez eux et que du coup, effectivement, moi, les retours que j'avais eus, enfin, ils étaient aussi sincères que ceux que tu as dû avoir de ton côté. C'était également aussi qu'il y avait une histoire de nombre et de manque de légitimité de notre part, mais je pense que même ils sont limite complémentaires, nos deux discours. Il faut à la fois qu'il y ait le nombre, Oui. faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de Bah, c'est mieux personnes quand présentes. même. Pardon? Puis surtout, ils savent pertinemment, c'est mieux quand même. Et puis de toute façon, ils savent très bien qu'à partir d'une certaine masse critique, eux-mêmes seront dépassés et qu'ils n'auront pas la capacité de gérer ça. Donc c'est aussi ce qu'ils ont naturellement en tête. Ils ont un peu l'image d'Épinal. Mais pour moi, c'est pas important d'avoir forcément des millions et des millions de gens. Je préfère quelques milliers de personnes qui sont très disciplinées, qui sont bien câblées intellectuellement et qui savent ce qu'elles ont à faire chacune, que des millions qui braillent partout et qui savent pas où ils vont, qui courent comme des lapins face au phare d'une bagnole, qui savent pas ce qu'ils font. Quand on avait envoyé des millions des centaines de milliers de gilets jaunes tout autour de l'Élysée, les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ils n'avaient aucune idée, ils n'avaient aucun plan, ils n'avaient aucune stratégie, il n'y avait pas de même une organisation pensée pour les sécuriser, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc ça ne pouvait que partir en eau de boudin. Le rapport de force était de toute façon perdu pour nous.
Je veux dire, Ouais. face à des gens qui sont armés, qui ont tout ce qu'il faut, le rapport de force était déjà perdu. Donc on est obligé d'être tactique, d'être stratège, d'avoir une véritable autodiscipline pour ceux qui ont vraiment envie de se battre. Euh, et puis de se dire, c'est peut-être pas forcément les grands chiffres qu'on va chercher, mais une masse minimum qui pourra être réellement efficace si elle est au bon endroit. Ok. Et donc dans le cas où on arriverait à avoir cette masse et ces personnes qui seraient légitimes pour remplacer le gouvernement, ça se passerait comment du coup comment seraient choisies ces personnes qui seraient là probablement temporairement, j'imagine? Tu voudrais pas remplacer définitivement, enfin définitivement, mettre en place Bah des alors moi gens. déjà je peux pas te dire de quoi sera fait l'avenir parce que malheureusement j'y suis pas. Après, je peux te donner l'idéal pour moi Oui, voilà ton idéal, bien sûr. qui euh, qui serait de constituer donc un gouvernement provisoire par plébiscite, donc bien avant qu'on soit en situation d'arriver à un grand soir. Il vaut mieux se préparer bien avant et ne pas se poser ce genre de questions au moment où on est à la phase critique. Donc avoir un gouvernement constitué personnalité par personnalité, personne n'est candidat, mais on désigne directement en disant Alexandre Langlois, je le kiffe. À l'intérieur, il fera un très bon ministre. Et puis il y en a un autre qui va dire non, Alexandre Langlois, c'est de la merde parce que ceci. Moi, je te propose un tel qui est meilleur. Bon, le principal, c'est que les gens fassent des propositions et discriminent ensuite ces propositions par un vote. Ça, c'est un moyen de construire une représentation politique qui soit réellement légitime. Le deuxième point, c'est que si les armées sont en situation de constater d'une façon ou d'une autre que la présidence de la République est vacante, soit parce qu'on a Macron qui s'est enfui, soit parce que de toute façon on le met sous pression pour lui dire tu peux pas rester. D'une façon ou d'une autre, ce moment-là est particulier. Ça va pas se jouer avec la justice qui conclut le truc ou le Parlement qui va faire saisine de l'article 68 pour le virer. Ce sera forcément un fait historique qui nous dépasse. Et on pourra jouer dans ce cas-là de l'article 7 de la Constitution qui précise comment la continuité d'État se maintient dans ce genre de circonstances, à savoir que c'est le président du Sénat qui reprend la main, donc qui assure l'intérim présidentiel. Il a je crois, à peu près 90 jours pour organiser des élections présidentielles et législatives anticipées. Et comme la Constitution ne dit rien en revanche pour le gouvernement, ce sera un peu borderline, mais on pourrait tout à fait poser notre gouvernement à ce moment-là. Et Gérard Larcher, puisqu'actuellement c'est lui le président du Sénat, serait simplement un oligarque sous contrôle, puisque la révolution, manifestement, l'aurait gagné. Donc le rapport de force serait de notre côté. D'accord, ok. Non, moi c'est bien d'avoir ta vision sur le sujet du coup. Et, euh, et du coup, avant d'en finir avec quelques questions un peu plus comment dire, un peu plus sur toi, sur le terrain, ta manière de militer. Juste une dernière question vis-à-vis des militaires. Du coup, la lettre ouverte qui a été publiée récemment, t'en as pensé quoi du coup, cette lettre des militaires? Tu penses que c'est un fait qui va faire date ou c'est juste un fait divers parmi d'autres qui sera oublié d'ici quelques mois? La lettre elle-même, pas grand-chose. Elle n'a fait que ressasser des problématiques qu'on connaît bien et puis qui sont surtout des conséquences de problèmes de fond qui n'ont pas été traités. Je dirais que celle qui a été publiée par le contre-amiral, j'ai plus son nom de famille, mais en compagnie de Régis Chamagne, est beaucoup plus intéressante puisqu'elle elle est beaucoup plus politique, elle est beaucoup plus dense intellectuellement, mais évidemment, elle n'a pas été médiatisée. Ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est plutôt la réaction des politicards face à ces cris d'alarme qui ont été posés par des militaires d'active ou à la retraite. C'est une réaction absolument arrogante, débile, qui ne tient pas compte du fait que dans la philosophie du droit et la philosophie politique, c'est pas exactement le politique qui commande, c'est l'armée. Le vrai pouvoir politique est détenu par ceux qui ont les armes. Donc tant qu'ils vous obéissent, ça va. Le jour où ils décident de plus vous obéir, vous saurez très vite qui commande réellement. C'est celui qui a un flingue, c'est pas celui qui a un costard cravate. Donc les politiciens sont complètement fous actuellement. Ils ont oublié tous les fondamentaux. Ils se permettent d'être arrogants et c'est très positif pour nos réseaux évidemment parce que les armes, tous les militaires sont révoltés de toute façon par cette situation. Nous, je vais en profiter. On reprépare une adresse devant les armées, mais cette fois-ci qui va se tenir devant tous les régiments et bases militaires de France, au maximum, on va dire. Donc, j'invite tous tes auditeurs qui voudraient y participer
à me contacter par mail. Je sais pas si tu pourras leur laisser en description. Oui, je pourrais le rajouter, ouais, je te le demanderai, je le rajouterai. Voilà. Et puis il y aura une lettre qui évitera les terrains polémiques, justement, immigration, identité, insécurité liée aux problèmes des banlieues, etc. Pas qu'on va on va l'écarter complètement, mais disons que c'est pas notre sujet à nous. Nous, on est plutôt sur les questions d'indépendance nationale, de violation du droit international public, d'industrie stratégique qui sont cédées à des puissances étrangères. On est plutôt sur ce genre de thématiques. Et puis le fait de rendre illégitime Macron aussi, hein, d'expliquer en quoi ce mec-là, c'est un criminel. Donc c'est pas le chef suprême des armées de notre point de vue. Donc, on va distribuer une lettre dans ce goût-là. Elle n'est pas encore écrite, mais elle sera co-rédigée avec justement un ancien officier militaire de haut rang. Et elle va être distribuée partout en France, dans tous les départements, où on aura à peu près une équipe au moins de 10 personnes qui veulent bien aller devant un régiment une petite heure. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème juridique à faire ça, il n'y a rien à craindre, on l'a déjà fait. Et ça sera un énorme impact médiatique. Et ça va être très très gênant pour la Macronie. Parce que justement, encore une fois, on va dire, voilà, on appelle les armées quelque part, non pas au putsch, parce que ça c'est la chose la plus débile qu'on puisse faire, mais simplement à soutenir le peuple. C'est un appel au secours. D'accord, très Donc bien. c'est pas du tout, voilà. Ben, espérons que le message circule et du coup, bah, je Et que je transmettrai sois l'info. contacté par beaucoup de gens. Merci. Pas de souci, hein. Le but d'inviter, donc je commence par toi, mais chaque fois que je vais inviter des gens, c'est aussi faire connaître leur cause. Donc je suis là en tant que médiateur et si je peux faire connaître différents projets militants à un maximum de gens, je serais ravi. Et sans forcément me mettre des contraintes de faut que ce soit bien perçu par les gens. Si ça plaît pas, tant pis. On verra bien ce que ça fait. Donc voilà, donc j'en ai fini un peu pour le théorique. Je sais pas si tu veux aborder rapidement, si tu as encore le temps, la question du jugement Des tribunaux populaires? des tribunaux populaires. Ou Oui, bah, bien Ouais, sûr. ok. Donc le travail que l'on prépare, c'est donc pour l'hiver prochain, parce que c'est d'abord c'est le plus lourd travail que j'ai jamais eu à faire du point de vue militant, parce que c'est pas que de l'écriture, c'est qu'il faut trouver les talents qui vont bien avec ça. Donc c'est une pièce de théâtre qui fait le procès réel d'Emmanuel Macron sur l'affaire Alstom, donc à charge et à décharge, et les écritures ont été faites sous la caution d'avocats qui ont bien vérifié mon travail. Donc la partie juridique, la discussion juridique elle-même, elle est terminée. D'accord. Et là, on est en train de travailler avec notamment Dr Al-Ouest et Grégory Tabibian, si j'arrive à le motiver un peu plus, à scénariser tout ça pour que ce soit un petit peu plus facile à aborder, un peu plus digeste pour le grand public, sachant que le grand public, à la fin, doit quand même voter la culpabilité ou non d'Emmanuel Macron en haute trahison. Et ça devant les caméras de la presse régionale, locale. Donc ça aussi, ce sera une façon en tout cas, de bien pénaliser sa campagne électorale, puisque ça se jouera au moment où il sera en campagne, et de bien expliquer en quoi ce mec-là est un criminel et qu'il ne mérite absolument pas d'être reconduit à une place présidentielle. Alors juste pour situer les choses, ce serait en lien avec le fait de se déplacer devant les médias. Vous vous déplaceriez devant les médias et vous mettriez en scène un Ah, spectacle devant les médias, c'est ça? non, pas nécessairement Ah, devant les médias. Bon, ça, on s'interdit pas de le faire une fois devant les médias, mais ça va être vraiment dans les salles municipales. On va l'enregistrer aussi ah c'est sous vous qui format l'enregistrez, vidéo d'accord. pour, D'accord, voilà. parce que tu parlais que Et ça va être vraiment c'est du théâtre, donc vraiment dans des salles privées et municipales. Là, on a un plan apparemment pour avoir un théâtre sur Marseille avec quelqu'un qui est intéressé par l'idée. Donc, on va voir ça. D'accord. Et juste pour le montage sur YouTube, Twitch, je pourrais peut-être pas y faire grand-chose, mais du coup, Greg et le docteur Alouest sont d'accord pour que tu évoques leur nom publiquement sur ce projet ou j'essaie d'éviter d'en parler plus que ça? Oui, je pense pas qu'ils vont m'en vouloir. Pour l'instant, Greg, j'ai sollicité, il m'a donné son accord de principe. Donc, il va falloir que je rappelle pour qu'on y travaille réellement. Docteur à l'Ouest, lui, m'a pas seulement donné son accord, il me conseille déjà pas mal et je pense que petit à petit, il va aussi rentrer dans le travail d'écriture. Donc, c'est en fait, c'est très con, mais on a un juge, on a un avocat et un procureur dans cette pièce de théâtre qui illustre un procès. Et il faut qu'on crée un quatrième personnage qui est un peu plus marrant et qui a un peu rien à voir pour justement faciliter faire des ruptures avec les monologues des plaidoiries déjà, et puis à faciliter aussi la compréhension.
parce que c'est quand même assez hardcore, hein. Traiter l'affaire Alstom, c'est pas non plus, Oui, c'est pas une petite affaire, elle est quand même assez compliquée, donc il faut savoir la rendre digeste. d'accord, bon bah très bien, comme ça on en a parlé. Et là, ben, on va essayer de finir en moins de 10 minutes. J'avais juste deux trois questions ensuite sur ton engagement au quotidien en fait, pour les gens qui militent peu, pas ou pas autant que toi. Du coup, c'est quoi un peu ton quotidien? Est-ce que tous les jours t'organises des, des rassemblements, t'essaies de voir un peu comment motiver des gens à bouger, ou alors tu fixes des grandes dates et c'est une fois que les gens se réunissent que tu es un peu plus actif. Enfin, comment se passe un peu ton quotidien de militant? Et Alors mon quotidien, vas-y, je vais te laisser finir ta question. ouais, voilà. Et du coup, enfin, quelle source de motivation, enfin, te pousse à continuer pendant autant d'années et comment tu arrives à garder la motivation pour rester actif pendant aussi longtemps? D'accord. Bon, alors d'abord, mon quotidien de militant, c'est d'abord mon quotidien de Sylvain qui cherche du boulot et qui, en fait, va consacrer en général au moins la moitié de son temps libre à ce problème-là. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de bouffer, donc voilà, ça occupe réellement une part de mon quotidien. Ensuite, le quotidien d'un militant, c'est faire exactement ce que je déteste faire, c'est la communication et notamment surtout des échanges de mails, parce que par exemple, l'opération devant les armées, ça se prépare. Il faut constituer un maillage, il faut trouver les réseaux qui veulent bien agir, il faut les recenser, il faut ventiler de l'information. Quand on organise une mobilisation devant les médias, bah, ça se prépare et ça se travaille tant sur l'administratif que la communication. Et en plus, je suis nul à la communication, mais enfin bon, on est quand même obligé d'y réfléchir et de la travailler. Donc ça va être surtout ça. Honnêtement, c'est pas non plus, je vais pas dire que c'est du boulot compliqué ou ardu, quoi. C'est du boulot prise de tête, mais pas du boulot compliqué. Ouais. Donc ça, c'est plutôt mon quotidien. Et puis maintenant, la foi, l'ardeur, la ferveur, je sais pas comment c'est une impulsion personnelle. Il y a des gens qui me disent que je suis très courageux, par exemple, et je dis non, c'est pas vrai. Je suis juste comme ça. C'est que même si on me demandait rien, même si voilà, même si j'étais pas aidé, je le ferais parce que c'est une impulsion de vie. C'est un idéal de justice qui est plus fort que moi. C'est un sentiment d'injustice, en tout cas, qui me pousse. Donc, je ne peux pas faire autrement parce que je suis moi, que je suis comme ça, que d'agir. Ça fait partie de ce que je suis. Et donc, j'ai pas, en fait, moi, j'ai pas le sentiment j'arrive pas à trouver le bon terme pour expliquer ça. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, en fait, à ce que je fais. Tous les gens qui militent, qui sont investis, ils ne sont jamais l'expliquer pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils le font ça gratuitement, qui perdent du temps, qui perdent de l'énergie, qui mettent parfois leur couple en péril, voire souvent quand c'est pas leur situation matérielle et sociale. Ils sont incapables de l'expliquer, c'est juste une impulsion de vie qui est comme ça. Ils n'y peuvent rien. Ouais, Donc, c'est ça comme sert à rien de dire à ces gens qu'ils ont du courage, quoi. ouais, c'est comme un hobby ou une passion en fait. C'est que c'est à la fois contraignant, mais ça nous plaît quoi. Donc, comme des sportifs de haut niveau ou des gens qui Ah ont non, des. par contre, je dirais pas ça. Moi, je déteste ça, hein. Ce que je fais, je déteste. Ah, tu Ça me détestes? plaît pas. C'est pas, ah oui, c'est pas un hobby ou une passion. Je déteste faire ça. Je voudrais revenir à une vie normale. Et voilà, moi, mon aspiration, c'est une petite vie de couple, avoir des enfants, être à la campagne, enfin, voilà, être monsieur tout le monde. D'accord. Simplement, Ouais. on n'a pas le choix. Si On on est le fait pas, différents. Après, personne ne le fait. c'est vrai que je m'implique moins que toi, mais je sais qu'à chaque fois, en fait, je prends autant de plaisir à écrire mes vidéos pour YouTube, à aller manifester ou aller rencontrer des militants sur une action, que des fois aller boire un verre avec des amis. En fait, c'est vrai que cet aspect rencontre, échange d'idées, enfin, moi, me plaît énormément. Donc, c'est vrai que je suis moins Oui, ça, organisateur que c'est les toi. bons Donc, moments. voilà. Mais je dirais que ça, c'est justement les moments dans les manifs qui sont les plus intéressants parce que d'abord, t'es pas derrière des écrans à taper des messages Facebook pour parler. Tu es face à des gens qui sont bien réels et qui ont leur trait de caractère. Donc, il faut t'y adapter. Et puis surtout, tu as de la chaleur humaine et tu as aussi des vrais réseaux. Parce que les gens qui sont en manif, déjà, tu peux être sûr que c'est ceux qui se bougent. Ça, au moins, tu n'as aucun problème pour savoir si c'est des gens sur lesquels tu puisses compter. Et puis qui eux-mêmes sont souvent connectés à des tas de cellules militantes sur diverses causes. Voilà. Et du coup, ça te permet d'avoir des réseaux qui se densifient petit à petit. Donc c'est non seulement nécessaire, mais en plus, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vas trouver des personnages truculents, des gens qui ont des connaissances sur des sujets que tu maîtrises pas et qui t'en apprennent beaucoup, des gens tout simplement qui sont agréables humainement. Hmm, on est d'accord.
J'ai une avant-dernière question, puis une dernière question à la Thinkerview, tu verras. L'avant-dernière question, du coup, c'est rapidement, est-ce que tu as des très bonnes, enfin tes meilleures expériences militantes à partager avec nous? Des choses que tu conseillerais à des gens de faire s'ils s'engagent de manière militante ou des choses que tu referais volontiers si t'en avais l'occasion? Bah déjà de s'engager sur ce qu'on propose, ça serait pas mal. Non, mais après, c'est surtout, en fait, c'est fonction de chacun. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, moi, je suis dans ma pampa, je suis très âgé, je suis handicapé, bah, ils auront toujours un bon prétexte pour dire, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas faire grand-chose. Les gens qui ne peuvent pas faire grand-chose peuvent toujours contribuer à déjà nous aider sur le plan numérique. Parce que, mine de rien, faire des relations publiques, donc aller contacter du people. On a besoin de trouver du people, entre guillemets, pour faire la promotion des événements. Ou mettre en relation des gens. C'est lourdingue. Ceux qui aiment bien, par exemple, être des heures sur leur messagerie ou leur mail ou au téléphone, moi je déteste ça. Et comme je trouve personne pour le faire, à part une camarade qui nous aide bien, bah, je peux pas me décharger. Alors que je préférais me décharger et penser à autre chose. Euh, il y a le fait d'écrire à la présidence de la République. On peut envoyer des lettres incendiaires et bien marrantes à la présidence de la République. Les renseignements généraux n'ont pas le choix que de les décacheter parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Tout le courrier qui arrive à la présidence de la République, si on est des milliers à écrire chaque jour, ça fait chier, c'est gratuit et puis c'est efficace. Et on n'a pas eu besoin de se déplacer. Après, ça reste quand même le concret. Il n'y a pas le choix. Il faut agir. Il y a des gens qui vont dire ça sert à rien d'aller en manif où j'ai peur de me faire démolir la gueule. Bah non, on s'est jamais fait démolir la gueule sur les manifs tout simplement parce qu'on n'est pas con. On déclare en préfecture pour éviter des emmerdements d'une part. Et puis on n'est pas tellement dans l'état d'esprit d'aller provoquer les flics qui sont avec nous. Au contraire, on préfère les sensibiliser. Du coup, ça se passe toujours très bien. Et puis après, il y a d'autres actions. Il y a des actions symboliques comme décrocher du torchon. En fait, chacun peut prendre sa part. Chacun peut faire sa part, mais simplement, personne ne pourra. C'est pas moi qui pourrais dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Oui, non, C'est c'était à la plus. personne de se dire j'ai envie d'agir, je suis prêt à agir. Dans quoi je peux finalement le mieux aider par rapport à ce que je suis et mes contraintes. Non, c'était plus connaître toi, enfin les expériences qui t'avaient vraiment plu, quoi. Si moi je devais donner des exemples, je sais que bah, je reviens encore à 2015, quand on s'était tous réunis le 14 juillet, qu'on avait marché un peu de manière désordonnée dans les rues de Paris, c'était un bon moment pour moi. J'ai des moments comme ça, je sais, qui m'ont marqué, et des très bonnes expériences qui, si demain on me redemande de faire une manif sauvage, comme j'ai pu faire avec des Gilets jaunes un peu plus récemment, il y a 2 ans, je suis toujours partant pour aller marcher et me faire entendre de manière un peu plus virulente que juste respecter un parcours accepté par la préfecture, quoi. Mais après, effectivement, ça dépend des Bah, sensibilités de chacun et chacun prendra son plaisir à militer je de dirais que manière différente. de façon générale, quand je suis avec des militants en manif, je suis quand même bien. Hein, je suis dans mon élément parce que tout simplement c'est de l'humain et j'ai besoin de ça. Et enfin, j'attache beaucoup d'importance en tout cas à l'humain. Et il y a je dirais, l'expérience militante qui à la rigueur m'a le plus flatté, qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai décroché le torchon, donc le drapeau européen qui faisait face à la maison de la radio. Non seulement ça s'est fait sous la hola générale, mais en plus, bon, c'était extrêmement symbolique et ça m'a fait plaisir, quoi. On va dire, ça a été un moment un peu intense pour moi. Ouais, bon, bah, très bien. Et du coup, ma dernière question avant de te laisser. Donc, Thinkerview, c'est 3 livres à conseiller. Je vais pas reprendre exactement leurs questions. Moi, ce serait, selon toi, 3 raisons de s'intéresser à la politique. Pourquoi c'est important de s'y intéresser et que juste dire ça m'intéresse pas et je laisse courir, c'est peut-être une mauvaise idée. Alors, première raison, parce que si on s'y intéresse pas, le politique s'intéresse à nous, lui. Donc, si on préfère s'en désintéresser et en se disant j'en ai rien à foutre, je suis dans mon coin tant qu'ils me font pas chier, tant que ça s'ingère pas dans ma vie personnelle, c'est une erreur. Non seulement ça s'ingère dans sa vie personnelle parce que le chômage de masse, c'est une responsabilité des politiciens. On n'est pas condamné à être pauvre, à avoir des salaires de merde ou au chômage de masse. Il suffit de regarder la Suisse, elle est juste à côté. Il faudrait peut-être se poser la question pourquoi eux n'ont pas de chômage de masse et qu'ils ont des bons salaires. Ça, c'est s'intéresser à la politique, ça permet tout de suite de voir le concret dans la vie privée. Autre, autre chose très concrète dans la vie privée, la dictature sanitaire qu'on subit, c'est de l'ingérence politique sur notre vie privée. Donc on voit quand même que si on ne s'intéresse pas à la politique, encore une fois, le politique, lui, se sent pousser des ailes pour se tomber dans tous les arbitraires. Le second point, parce qu'on a une responsabilité par rapport aux générations futures, on peut très bien dire, moi, à titre personnel, j'en ai rien à foutre de tout ça.
et j'ai pas envie de m'impliquer. Mais par contre, est-ce qu'on est capable de tenir le même discours en regardant droit dans les yeux son enfant, qui lui n'a aucune prise et qui va subir un monde toujours plus dégradé, voire dangereux, voire des difficultés, des pénuries alimentaires réelles, parce que on était désinvolte et qu'on voulait pas s'intéresser et puis résister un peu. Donc c'est le deuxième point. La politique, c'est pas nécessairement pour soi, c'est d'abord pour les générations futures. Puis une troisième raison, je dirais qu'intellectuellement, c'est quand même très intéressant. Bon, j'aime pas tellement la branlette intellectuelle lorsqu'elle elle ne peut pas se concrétiser, très honnêtement, et je fais à chaque fois le procès de nos réseaux politiques de justement enfin privilégier la branlette intellectuelle stérile plutôt que les actions. Moi, je pense qu'on est dans le temps d'action, on n'est plus dans le temps des réflexions intellectuelles. Mais n'empêche que sur des tas de sujets, c'est très enrichissant intellectuellement. Enfin, je veux dire, avoir un débat avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, mais qui est capable de nous ramener des arguments béton et qui nous fasse douter, c'est un enrichissement intellectuel. Très bien. Bon, moi je te Voilà remercie les pour tes trois bonnes réponses. raisons. Parfait. Bon Voilà. ben, je vais dire au revoir aux gens qui nous regardent, qui sont toujours pas très nombreux. Et j'ai pas de questions dans le chat, donc on n'interagira pas avec eux aujourd'hui. Et je vais arrêter le stream ici, et puis nous on va voir ensemble pour que je récupère les quelques infos dont on a parlé pendant le live, ton adresse email, tout ça. Je crois que tu me l'as déjà donné, mais vérifier que j'ai tout, et puis voilà, puis finir de se dire au revoir tranquillement. Donc bonne soirée à Bah écoute, je tous. te remercie énormément et puis je te souhaite une excellente soirée. Merci.